Jamie Knissart, on va se faire ce fameux bilan de la mi-saison au GC Nice. Je sais, il est un peu tardif, mais bon, avec Noël, tout ça, le jour de l'an qui approche, c'est un petit peu compliqué. N'hésite pas à continuer à rester connecté parce que va arriver les premières infos mercato, les premières rumeurs et tout ce qui va se passer au sein du club très prochainement. N'oublie pas, les fêtes de Noël sont terminées, mais tu bénéficies toujours de 10% avec mon partenariat Aloura Shop où tu bénéficies de 10% avec le code promo TonySa10. Le lien du site est dans ma description. Tu as juste à faire un petit clic, marquer le petit code promo sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et tu bénéficies de 10% sur tout le site internet. T-shirt, sweat, casquette, déco, petit objet pour ton porte-clés, encore même des caleçons Viva Loubicou. Et tout ça, c'est grâce à Aloura Shop. Donc les gars, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avant de la prochaine vidéo qui sera la première vidéo sur les infos mercato, les rumeurs, tout ce qui s'ensuit. Je sais que tu adores ça. L'été dernier, vous avez été très nombreux à me suivre par rapport à ça et je vais bien sûr continuer pour la trêve hivernale. Donc on commence ce bilan mi-saison de l'OGC Nice. Donc un bilan très rapide, on va dire, mais assez détaillé, c'est pour ça que ça a été très long. Donc le bilan, il commence tout de suite. Un OGC Nice qui finit à la mi-saison à la deuxième place avec 33 points, soit 13 points de retard sur le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Mais c'est plutôt pas mal, on va dire, puisque le PSG est quand même largement au-dessus. On veut les titiller, mais il reste quand même au-dessus, donc 13 points de retard. C'est pas si énorme comparé aux autres saisons, si j'ai envie de te dire. 2 points de retard, à égalité de points, pardon, avec Marseille, 3e, et 2 points de retard sur le 4e et le 5e, c'est-à-dire Rennes et le MHSC, donc Montpellier. Nice est 2e au classement extérieur, c'est-à-dire si on fait de très bonnes performances en dehors de nos terres, mais par contre, on est 12e au classement domicile et on reviendra sur ce point un petit peu plus tard. 29 buts marqués pour 17 encaissés, soit la 4e meilleure attaque du championnat et la 2e meilleure défense du championnat, ce qui, on va dire, inaugure de très très bonnes choses pour la deuxième partie de saison. Au niveau des buteurs, meilleur buteur du club, Amine Gouiri avec 8 buts. Andy Delors, deuxième avec 7 buts, sachant qu'il en a marqué, je crois, 2. Ouais, ça fait 4, mais 2. Avec Montpellier. Dolberg qui suit 4 buts et Attal avec 2 buts. Au niveau des passeurs décisifs de l'OGC Nice, on a premier passeur décisif Amine Gouiri avec 4 passes décisives. S'ensuit de Melvin Bard, Kefren Turam, Andy Delors et Justin Kluivert, tous à 2 passes décisives dans ce championnat. En gros, bilan de la mi-saison, au niveau des stats, au niveau des chiffres, au niveau du classement du gym, on peut être relativement content de cette mi-saison 2021-2022, saison qui va s'achever. Pas besoin de faire un comparatif par rapport à l'année dernière. Truc que je fais très souvent, je nous compare très souvent par rapport à ce qu'on a pu produire l'année dernière. Or, je te rappelle que il y aura pas, enfin, je vais pas faire de comparatif cette saison parce que je te rappelle que j'ai maintenu haut et fort que garder Patrick Vieira en début de saison de l'année dernière était une grosse erreur de l'avoir gardé. Donc on avait fait un mercato très intelligent, mais pour moi fort incomplet avec cette qualification en Europa League à l'époque. Donc très incomplet au niveau de la compétitivité de l'équipe surtout, puisque comparé tout simplement à cette année, je pense que c'est incomparable. Changement de coach, coach qui vient champion de France sans titre, un des meilleurs entraîneurs depuis quelques années, un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. C'est pas la même équipe. On a fait des gros renforts, des gros potentiels. Ensuite,
Bah, tout simplement, on n'a pas les mêmes objectifs. L'année dernière, on avait des objectifs qui étaient fixés, qui étaient marqués. Cette année, je te rappelle qu'en conférence de presse, toute première conférence de presse de Christophe Galtier, le club ne lui a imposé aucun objectif, mis à part de faire le mieux possible. Alors après, chacun va l'interpréter à sa façon. Pour moi, ça serait de terminer dans les 5 premiers, ce qui nous permettrait de toucher l'Europe. Pourquoi pas, entre guillemets, on en parle en ce moment, faire revenir Hugo Lloris à l'OGC Nice. Mais je pense qu'il y aura une condition, bien évidemment, d'Europe, sinon il ne reviendra jamais. Donc, chacun va interpréter le mieux que peut faire l'OGC Nice cette saison. Donc c'est pas comparable. On a une équipe fortement compétitive, mais une équipe qui cette année ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France. Comparé à l'année dernière, on avait l'Europa League où le club s'était imposé de ne pas faire figuration et de ne pas être disqualifié dès le premier tour en phase de poule. Chose qui est arrivée puisque nous n'avons pas le bon coach, hein, je le répète et encore et encore et encore. J'avais promis cette année de ne pas parler de Patrick Vieira, ben ce sera pour l'année prochaine. Donc, c'est pas très comparable, mais c'est vrai que je pense que au niveau des stats, des chiffres et tout ça, on peut tirer un très très bon bilan, mais je pense qu'il y a beaucoup de lacunes, de faiblesses à soulever dans ce bilan de mi-saison et on va les faire tous ensemble à partir de maintenant. Donc comme je te l'ai dit, malgré les bonnes stats, les bons chiffres de l'OGC Nice sur cette mi-saison 2021-2022, il y a des lacunes à soulever. Je les ai qualifiées au nombre de 4. Tu me diras en commentaire si tu es d'accord ou pas avec moi. C'est le moment de débattre dans cette vidéo. Et le premier point pour moi qui n'est pas des moindres, je pense, je vais peut-être m'attirer encore des foudres, mais c'est pas grave. Ça sera pas pire que la famille Leca. J'en dis pas plus. C'est le match Nice-Marseille. Nice-Marseille où il y a eu ces débordements, cette invasion de stade, ces jets de projectiles. Je pense que au niveau de ce match, notre saison a un petit peu basculé et un petit peu tourné. C'est-à-dire que sur ce match-là, avec les sanctions, le match à rejouer, on a perdu déjà 4 points. On a perdu 4 points. Ensuite, il y a eu tout cet impact médiatique où RMC, l'Afterfoot et compagnie ne sont pas gênés, l'équipe du soir notamment, ne sont pas gênés pour nous tuer médiatiquement, pour nous faire passer pour les méchants, pour nous faire passer pour un club de sauvages avec des supporters de sauvages. Au final, ce match-là a laissé beaucoup, on va dire, beaucoup de traces, notamment aussi avec ce fameux salut nazi, où je rappelle encore une fois que cette personne-là ne faisait pas partie de la populaire sud. Et encore un grand merci à tous ces trous du cul qui ont envahi le stade, à ce trou du cul qui a jeté la bouteille dans le dos de Payet, parce que tout ça, comme je le dis, on va le payer en fin de saison et je pense que si on ne fait pas le nécessaire pour jouer nos matchs à fond, il y a un moment donné, ce match-là, on va le payer et ça va nous coûter quelque chose. Et ça, je le dis depuis cette fin de match, depuis ce match-là, ces incidents, je le dis et je le répète, ça va nous faire mal. Ça va nous faire mal. Donc, je pense que ce point-là est énormément à prendre en compte sur aussi l'aspect psychologique des joueurs. Hein, on parle de nous, mais on en parle en mal. On essaye de nous abattre, on essaye de nous faire passer pour les méchants. On essaye de faire passer les autres clubs pour des victimes. Bref, on ne va pas revenir sur ce sujet qui a fait longuement polémique. On en a longuement parlé, moi-même, avec d'autres youtubeurs. On a beaucoup parlé de ça. Donc, je pense que ce truc-là va nous faire énormément de mal. Deuxième point, je pense à ce manque de réalisme, ce manque d'envie, ce manque d'abnégation devant nos supporters à domicile. On perd énormément de points à domicile, notamment face à des équipes qui sont à notre portée. Alors actuellement parlant, au vu du niveau de la Ligue 1, je pense qu'on ne peut plus trop dire qu'il y a des équipes à notre portée ou pas. Mais quand tu vois que tu perds des points bêtement et facilement, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, face à Strasbourg, face à Metz, face à Lorient,
c'est des clubs qui normalement devraient nous apporter facilement 3 points. Et j'ai l'impression que, on va en venir juste après, que l'équipe de l'OGC Nice choisit ses matchs. On a énormément de difficultés à produire notre jeu à domicile devant nos supporters, alors que ça devrait être notre plus grande force. Ce qui était le cas à l'époque quand on jouait au Stade du Rail. Tout le monde nous craignait quand ils venaient chez nous. Tout le monde avait peur de la BSN. Tout le monde avait peur de jouer sur ce stade qui était vu comme un stade très hostile, avec beaucoup d'ambiance et beaucoup un supporterisme qui était énormissime. Cette année-là, on n'a pas l'impression qu'à domicile on fasse des prouesses. Effectivement, puisqu'on est 12e au classement domicile et 2e au classement extérieur. Ensuite, on en vient à ce 3e point, très important pour moi, une équipe qui est pleine de promesses, une équipe qui est pleine de ressources, une équipe avec une profondeur de banc plutôt énorme, sachant qu'on ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, mais une équipe beaucoup trop timorée. Une équipe, pour moi, qui n'arrive pas à prendre de risques. Aucun joueur ne va prendre la responsabilité de tenter quelque chose d'un petit peu fou pour essayer de débloquer une situation, un moment stérile dans le match. Une équipe qui se contente tout simplement de faire circuler le ballon, de ne pas prendre de risques, de ne faire aucune action spontanée. Une équipe qui va réagir une fois qu'elle est dominée parce qu'elle n'a plus rien à perdre et qui à ce moment-là va tenter des choses qu'on n'a pas vues en début de match. Notamment aussi ces entames de match dégueulasses où on n'arrive pas à prendre l'ascendant dès les 15 premières minutes. Et je le dis et je le répète sans cesse que les 15 premières minutes pour moi, et c'est comme ça que je commence mes débriefs, je te débriefe les 15 premières minutes, parce que pour moi, les 15 premières minutes, c'est à peu près ce qui va déterminer la plupart du temps, des fois tu as des surprises, mais qui va déterminer la plupart du temps l'ensemble du match. Ensuite, peut-être aussi un système de jeu qui n'est peut-être pas forcément adapté aux joueurs. Ce 4-4-2 que Galtier a voulu imposer, sachant qu'on a joué pendant des années en 4-3-3. Cependant, très dur de changer de système de jeu, sachant que Galtier a fait ses recrues, a demandé des joueurs en fonction de ce système de jeu de 4-4-2. Ce qui fait que si tu repassais en 4-3-3 ou un autre système de jeu, ça laisserait beaucoup de joueurs, beaucoup de recrues notamment, sur le banc. Mais c'est pour moi quelque chose, c'est ce système de jeu, cette non prise de risque, ce fait de ne pas aller au combat et de se dire bon les gars, on garde le ballon mais on tente pas des choses de fou. Ces choses-là nous fait rentrer dans un jeu stéréotypé, dans un jeu très souvent stérile, qui nous empêche de créer la surprise et qui des fois nous empêche de créer de bonnes occasions et surtout de marquer et d'être réaliste. On n'est pas assez réaliste dans nos matchs la plupart du temps, ce qui nous coûte des buts, ce qui nous coûte des points, et ce qui fait qu'on est peut-être à 13 points du PSG actuellement. Je pense qu'on aurait pu être à beaucoup moins de points d'écart, j'aurais dit 7-8, hein, si on n'avait pas manqué tout ce qu'on a manqué jusqu'à présent, parce que notre saison va se jouer sur ce match face à Marseille, les incidents, ça va se jouer sur le match face à Troyes, le match face à Metz, le match face à Lorient. Et là, je vais te parler du 4e point, moi, qui me dérange dans cette équipe, c'est qu'on a l'impression que l'équipe choisit ses matchs. Tu vas jouer contre Metz, contre Lorient, contre Strasbourg, des équipes qui jouent le milieu de tableau, pour certains le bas, qui tentent de se maintenir en Ligue 1. Et on va faire des matchs plutôt dégueulasses. Et après, on va jouer contre des équipes contre Paris, où on a été très solide défensivement, où on n'a rien lâché, où on a fait un 0-0, on n'a pas payé de but contre Paris, on n'a pas marqué, mais on aurait pu marquer, on aurait pu gagner ce match face à Paris, hein, je le rappelle, des matchs contre Marseille où on le joue 2 fois on ne perd pas, on va chercher un résultat face à Rennes, on va chercher un résultat face à Lyon, on va faire un beau match nul contre Monaco, on va défoncer Saint-Etienne, qui à l'époque n'était pas
autant au fond du gouffre que ça, hein, puisqu'on les a joués quand même en début de saison, même s'ils n'avaient pas trop gagné de match. On va faire un résultat contre Saint-Etienne. Et puis derrière, on va perdre contre Montpellier, qui est notre, pour l'instant, actuellement, un de nos principaux concurrents. Voilà, moi, ce qui me dérange, c'est ce fait de devoir choisir nos matchs. C'est-à-dire que Nice s'adapte au niveau de l'équipe qu'elle va affronter. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. Je pense que tu devrais jouer tous tes matchs comme si tu abordais un match face au Real de Madrid en finale de Champions League. Tu as 38 matchs dans une saison de Ligue 1. Ces 38 matchs, tu les dois les aborder comme si tu jouais contre le Real de Madrid en finale de Champions League et pas comme si tu jouais un match amical contre le Real de Cholet. Voilà les amis ce que je pense au niveau de l'OGC Nice dans cette mi-saison. Et avant de finir cette vidéo, on va aborder les points, c'est-à-dire les joueurs. On va parler des joueurs. Donc j'ai catégorisé ça dans 4 sous-parties, les confirmations, les déceptions, les joueurs qui ont créé la surprise pour moi et les joueurs qui, je pense, vont exploser en deuxième partie de saison. Ce sont mes avis, évidemment, ça n'engage personne. N'hésite pas en commentaire à mettre ce que tu penses de ce que je vais te dire. Et n'hésite pas à mettre aussi, toi, ce que tu penses sur tes confirmations, tes déceptions, les joueurs qui t'ont créé la surprise et les joueurs qui vont, pour toi, exploser en deuxième partie de saison. Pour moi, la première confirmation, tout simplement, c'est Amine Gouiri qui confirme son excellente saison de l'année dernière avec 8 buts, 4 passes D. Le joueur était impliqué sur énormément de buts de l'OGC Nice, sachant qu'il faut rappeler qu'il était prévu comme doublure de Dolberg l'année dernière et il a été titularisé très très vite dès les 2 premiers matchs, le premier face à Lens, le deuxième face à Strasbourg, ou inversement, je ne sais plus trop. Voilà, pour moi, Amine Gouiri confirme, même si sur cette fin de mi-saison, il a été un petit peu en dessous, mais il confirme tout de même ce qu'il a produit lors de l'année dernière, la saison 2020-2021. Deuxième, pour moi, confirmation, c'est Benitez, tout simplement, qui pour moi fait partie du top 10 des gardiens européens. Et pourquoi pas une place en équipe de France, puisque je te rappelle que Walter Benitez a obtenu sa nationalité française il y a quelques semaines de ça. Pour moi, c'est un joueur, c'est un gardien qui sauve très souvent l'équipe, qui permet des fois de nous ramener les 3 points, des fois 1 point. Enfin, c'est un joueur, c'est vraiment le dernier rempart. Il porte très bien son nom et je pense que c'est un des meilleurs gardiens européens à l'heure actuelle. Troisième confirmation pour moi, Todibo, tout simplement. Un des meilleurs espoirs français à son poste. Indiscutable à l'OGC Nice, malgré tout ce qui a pu se dire quand on l'a recruté. Et pourquoi pas, dans peut-être 1 an ou 2, une place en équipe de France, puisque la défense centrale française commence à se faire vieillissante. Et je pense que Todibo mérite totalement une place en équipe de France très prochainement, dans 1 ou 2 années. La deuxième confirmation, notre El Comandante, j'ai envie de dire, rien à dire. Rien à dire, revient d'une blessure où il n'a pas joué pendant des mois. Tu as l'impression qu'il fait sa meilleure saison actuellement, alors que le garçon a 38 ans, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bravo. On va passer tout de suite aux déceptions pour moi. Voilà, première déception, Calvin Stengs. Calvin Stengs qui pourtant a d'énormes ressources, qui est un très bon jeune et qui a du talent et du devenir. Pour moi, offensivement, il apporte pas énormément. Il a une j'attendais plus de lui offensivement. Il a une très bonne lecture du jeu, une très bonne anticipation. Il a joué de malchance, notamment avec les blessures. Je pense qu'il n'a pas su s'imposer dans l'équipe pour le moment à son meilleur niveau. J'espère qu'en deuxième partie de saison, il va exploser et qu'il fera partie des joueurs qui ont explosé dans le bilan de la saison complète. J'attendais vraiment beaucoup plus de Calvin Stengs. Déception Dolberg. Je l'ai longtemps défendu, j'ai longtemps dit qu'il allait exploser, qu'il allait revenir à son meilleur niveau. Force est de constater que je pense que Dolberg, pour lui, à Nice, c'est sa dernière saison, ça c'est certain. De toute façon, avant que la saison commence, le club en avait déjà parlé, qu'ils attendaient que Dolberg fasse une saison pleine. Dolberg, c'est 4 buts et une passe D, je crois, ou 2 passes décisives, je ne sais plus. Et je pense qu'il va falloir qu'il quitte le navire pour
aller vers de nouvelles aventures pour lui, pour qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse évoluer et progresser plus que ça. Je pense que Dolberg, c'est plus le Dolberg de l'Ajax et c'est plus le Dolberg qu'on attendait à l'OGC Nice. Autre déception, hein, Schneiderlin-Thuram, je pense que no comment, hein, notamment Schneiderlin. Thuram choisit ses matchs, Thuram fait un bon match sur 3, donc no comment. Autre déception, mais là aussi c'est un choix de Galtier, Hassan Kamara, un joueur que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup l'année dernière. Même s'il est longtemps critiqué du fait qu'il ne sait que courir, il ne sait pas centrer, il apporte que de la vitesse, mais est mauvais dans la finition. C'est un joueur que j'appréciais beaucoup. Il est vrai qu'il avait beaucoup de défauts, mais il mouillait le maillot quand il était sur le terrain. Son comportement lui a causé du tort. Il ne fait même plus partie de l'équipe. Il n'est même plus dans les feuilles de match. Donc c'est une grosse déception pour moi. J'attendais beaucoup de lui cette saison. La concurrence avec Melvin Bard a été, comment dire, ça a fini, on va dire, sa carrière. Il devrait quitter le club normalement cet hiver. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Maintenant, les surprises. Les surprises pour moi, Mario Lemina. Très clairement, Mario Lemina, qui pour moi était un coup de com', un nouveau challenge de plus, de relancer un joueur en perdition en première ligue, qui a eu un très très bon niveau quand il était à Marseille, quand il était à la Juve. Et je me suis dit, ah, c'est un énième pari que l'OGC Nice se lance. Je partais perdant déjà. Hein. Pour moi, c'était vraiment les Mario Lemina, c'était pas possible. Je pensais qu'il allait vraiment faire une saison dégueulasse. Et force est de constater que Mario Lemina est vraiment un milieu défensif qui apporte énormément, déjà défensivement. Offensivement, il apporte son apport quand il peut le faire. C'est un joueur solide sur ses jambes, qui ne tombe pas pour rien. Quand il tombe, c'est vraiment qu'il a subi un choc. Vraiment, Mario Lemina est une énorme surprise pour moi. Deuxième surprise de cette mi-saison, pour moi, c'est Andy Delors. Alors, je n'ai jamais douté de ses capacités. Je n'ai jamais douté du joueur, mais je doutais énormément sur le fait de sa venue à l'OGC Nice. Pas parce qu'il préférait Marseille de base et ça, rien à voir. Je doutais énormément sur la venue de Andy Delors sur le côté personnel. Sur le côté sportif, venir à Nice, voilà, avec le coach champion de France en titre, une équipe ambitieuse, un board ambitieux qui est prêt à investir de l'argent pour aller titiller les plus gros d'Europe, enfin les 3-4 premiers du championnat français pour pouvoir s'imposer par la suite en Europe. Sur le côté sportif, j'avais aucun problème sur la venue d'Andy Delors. Moi, c'était plus sur le plan personnel, sachant que c'était un titulaire indiscutable à Montpellier, patron, qui marquait ses dizaines, quinzaines de buts par saison, qui était adulé par tout le peuple montpelliérain. C'est vrai que tu arrives à Nice, tu as Guéry, tu as Kluivert, tu as Stengs, tu as Dolberg, tu as les jeunes du centre de formation de l'OGC Nice, Evan Guessant, et il ne savait pas trop vraiment s'il allait avoir sa place de titulaire indiscutable. Eh bien, pour moi, il a fait le job, et je pense que il a pris la place de titulaire à Kasper Dolberg. Donc pour moi, c'est une énorme surprise de l'or, pas au vu de ses capacités, mais au vu du côté personnel de Samuel l'OGC Nice. Je trouve qu'il a très très bien réussi son pari et que je pense qu'en deuxième partie de saison, il va exploser. Et on va terminer sur, pour moi, les joueurs qui pourraient éventuellement exploser en deuxième partie de saison. Tout simplement, le premier, il n'y en a que deux. Le premier, Justin Kluivert. Je pense qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Il a joué beaucoup de malchance à cause de ça. Il n'a pas pu vraiment réellement s'imposer au sein de l'OGC Nice. Par contre, en fin de première partie de saison, il a montré que c'était un des rares à apporter de la vitesse, un des rares à porter l'équipe vers l'avant. Je pense qu'il va faire un de ses meilleurs récitals de sa carrière, en tout cas de sa jeune carrière, en deuxième partie de saison. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y a vraiment un très gros potentiel à aller chercher chez Kluivert. Et surtout que si il démonte tout ça, on pourra peut-être lever cette option d'achat. Et je pense que ça nous ferait du bien de garder Justin Kluivert au sein de l'équipe offensivement. Pour moi, la deuxième personne qui devrait exploser, j'espère, parce qu'on n'a pas de... On en parlera dans le Mercato, la vidéo Mercato, la prochaine qui sortira. Je pense qu'il n'a pas réellement de concurrence maintenant. C'est Melvin Bard. Melvin Bard qui a été très très bon
en début de première partie de saison. Je pense qu'il a montré un petit peu ses faiblesses après, tout au long de la mi-saison. Il a montré ses faiblesses, certaines de ses lacunes. Je pense que Galtier le fera progresser. Je pense qu'il fera une très bonne deuxième partie de saison et il devrait exploser et porter l'OGC Nice très très haut. Et voilà, Mini-Sart, c'est la fin de la vidéo de ce bilan mi-saison 2021-2022 de l'OGC Nice. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à partager ton avis, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, un like, tout ce que tu veux. Qu'on référence un petit peu cette vidéo et qu'on référence aussi l'OGC Nice au sein national, on va dire, hein, et puis pourquoi pas international. Donc voilà un bilan mi-saison un petit peu long, mais assez détaillé aussi, où je te dis tout ce que je pense et tout ce que l'OGC Nice a pu rencontrer comme problème tout au long de cette mi-saison, de cette première partie de saison. Je pense que l'OGC Nice peut faire de très grandes choses s'il corrige les 4 points que je t'ai cités dans cette première partie de saison. Après, il y en aura peut-être d'autres à régler, mais c'est vrai que statistiquement, au niveau des chiffres, l'OGC Nice est très bon cette année. L'OGC Nice fait une bonne première partie de saison. On ne va pas non plus leur taper sur les doigts. On aurait pu faire beaucoup mieux, notamment sur quelques matchs, quelques détails. Mais notre saison, de toute façon, le résultat de notre fin de saison se jouera très certainement sur des détails. Et ça, je le dis depuis très longtemps, depuis le début de saison. Je dis que notre saison, les résultats de notre saison se jouera sur un petit détail. Voilà, je le dis, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, je le dis haut et fort, et je le dis encore haut et fort maintenant. Tu peux screener, tu peux enregistrer, tu me le ressortiras à la fin de la saison s'il faut. Mais voilà. Sur ce, avec Nissard, n'oublie pas, prochaine vidéo, la première vidéo mercato de ce mercato, de cette trêve hivernale. Sur ce, ciao viva, la baguette. Et Issa Nissa.